je vais vous parler d'un sujet autour de Power Apps. Power Apps, c'est un outil de la Power Platform qui est elle-même un outil de Microsoft 365. Alors, on parle beaucoup de Microsoft. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Teams. Et souvent, les gens, quand ils ont Teams, eh ben, il se trouve qu'ils ont plus que ça. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de ça. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Noémie Delru, je suis prestataire en société de services et je travaille sur des sujets autour de Microsoft. Historiquement, je travaille surtout sur la suite de SharePoint pour faire de la gestion documentaire. Et puis, SharePoint est passé sur le cloud, sur Microsoft 365, et ça a embarqué avec ça plein d'autres outils qui sont sortis. On a eu Teams, on a eu OneDrive, on a eu plein de produits dont je parle notamment en formation. Et on a également la Power Platform. Avant de rentrer plus dans le sujet, je voudrais savoir à qui je m'adresse aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais bien savoir un peu plus qui vous êtes. Alors déjà, je voudrais savoir s'il y a des Strasbourgeois. Je m'attendais à ce que ça soit quand même une bonne majorité. Merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà participé au DevFest Strasbourg? Ah, c'est qu'il y a des nouveaux. Et sinon, un DevFest tout court? Ok, il y en a qui voyagent alors. Est-ce qu'il y a déjà parmi vous des utilisateurs de Power Apps? Ok, bon, ça tombe bien parce que sinon j'aurais pas eu grand-chose à leur apprendre. Puisqu'aujourd'hui, l'idée c'est bien d'introduire, de vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil. Alors Power Apps, donc, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie d'un outil, d'une suite d'outils qu'on appelle la Power Platform. La Power Platform, ce sont des outils que Microsoft a mis en place pour aider les collaborateurs à être autonomes pour développer leurs propres besoins dans leurs environnements, tout en sécurisant ce qu'ils vont faire dans ces environnements-là. On va retrouver aujourd'hui, à ce jour, 5 outils. Power Apps, dont je vais vous parler aujourd'hui. Power Automate, qui permet de faire des workflows. Donc un workflow, c'est un flux métier. On va avoir un déclencheur qui va faire quelque chose. Donc par exemple, on pourrait imaginer un workflow qui récupère une réponse à un formulaire et l'envoie par mail à son créateur. Power BI, qui va permettre de faire des tableaux de suivi, d'analyse de données. Donc on va se brancher à une source de données, on va aller afficher des jolis graphiques, que l'on va pouvoir aller plus en profondeur pour l'analyse de données, pour les brancher entre elles. On a également Power Virtual Agent, qui est un outil qui permet de faire des chatbots. Et puis le petit nouveau qui est sorti cette année, qui est en cours de déploiement, qui s'appelle Power Pages, qui permet de faire des pages web qui sont accessibles en interne de l'organisation, mais également disponibles à l'externe, avec lesquels on va pouvoir se connecter avec des comptes Microsoft ou des comptes autres. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette suite d'outils, pour la plupart, sont intégrés dans les licences Microsoft 365. Alors, une licence Microsoft 365, vous l'avez peut-être parce que votre entreprise a pris Teams, ou bien parce que vous avez migré Outlook on-prem sur Outlook Online, ou bien parce que vous aviez pris SharePoint Online, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles les entreprises passent sur Microsoft 365 et donc que les utilisateurs se retrouvent avec des accès sur certains de ces outils. Quand on parle de la Power Platform, on dit souvent qu'on fait du no-code, low-code.
le même environnement. Donc on n'a pas besoin d'aller partager des données d'authentification, de connexion avec l'Azure AD, etc. pour pouvoir facilement se connecter à ces données-là et vérifier l'accessibilité pour les utilisateurs de nos applications. Après, on peut aller récupérer des données à plein d'autres endroits, notamment donc dans Power BI, également dans Azure. On peut très bien créer des VM SQL dans Azure sur lesquels on va venir stocker nos données. On peut aussi se brancher sur Dynamics, qui est le CRM de Microsoft. De l'autre côté, je parle également de Cloud Storage. Alors quand je parle de Cloud Storage, je parle notamment côté Microsoft, on va avoir OneDrive, mais on peut très bien imaginer qu'on va se connecter sur Google Drive ou sur Dropbox ou tout autre espace de stockage web, avec bien sûr donc la même condition, c'est comment est-ce que mon utilisateur s'authentifie pour que les données soient bien déposées au bon endroit. Donc c'est vrai que dès qu'on va sortir de l'univers Microsoft, il va falloir gérer cette histoire d'authentification. Grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que la première question, c'est est-ce que je veux me connecter avec une source qui est chez Microsoft? Si oui, il n'y a pas de question. Si deux, on va regarder si c'est non, pardon, on va regarder s'il n'existe pas des connecteurs qui vont nous permettre d'aller nous connecter avec des sources de données extérieures. Donc par exemple, on pourrait vouloir se connecter avec Google, on pourrait vouloir se connecter avec Salesforce, on pourrait vouloir se connecter avec SAP. Et puis il y a tellement de technologies qu'on a plein de possibilités. Donc on va regarder est-ce que le connecteur existe. Et s'il n'existe pas, eh bien, il nous reste quand même une option, c'est de le développer en passant par l'API REST, le connecteur qui va bien pour aller se connecter avec l'application, la source de données que l'on veut. Donc ça, c'est toutes les possibilités que l'on a pour justement gérer nos données avec la Power Platform. Le dernier que j'ai laissé de côté exprès, je vais faire un petit focus dessus, c'est le Microsoft Dataverse. Anciennement, ça s'appelait Common Data Services, mais vu que vous n'êtes pas des connaisseurs de cette partie-là, je pense que Dataverse, ça va suffire. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une espèce de base de données accessible pour les utilisateurs débutants. Derrière, on va avoir des tables qui ressemblent un peu à des tableaux Excel, sur lesquels on va pouvoir créer autant qu'on veut de colonnes avec des types, dans lesquels on va pouvoir gérer facilement l'ajout de données, les utilisateurs. Tout est fait pour que ce soit accessible à un utilisateur débutant, et puis accessible aussi en termes de rapidité pour la connexion avec vos données. Vous imaginez bien que si vous avez 5000 utilisateurs qui utilisent votre application, si vos données sont stockées dans un fichier Excel, ça va pas être très rapide. Hein. On va avoir des difficultés en termes de qui modifie, quand et quoi, à quel moment, comment on gère toutes ces connexions-là. C'est un petit peu complexe. Du coup, la réponse de Microsoft par rapport à ça, pour que ça reste accessible à des utilisateurs qui ne sont pas forcément des développeurs, c'est le Dataverse. L'inconvénient, c'est que c'est un outil qui a des licences supplémentaires. Dès qu'on va dépasser un certain volume de données, Microsoft va nous faire payer des licences. Mais bon, pour commencer, ça peut être pas mal juste pour découvrir ou pour des petites applications, de voir comment ça marche. Et le côté accessible pour les utilisateurs le rend vraiment facile d'usage. Alors maintenant, quand on veut créer des applications dans Power Apps, on va ensuite avoir 3 modèles. Alors, plus précisément 2. Le premier, c'est les canevas. En fait, les canevas, c'est des applications sur lesquelles on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Il va y avoir un premier jet qui va être généré par l'application, par Power Apps. Et puis, ensuite, derrière, on va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on veut, créer autant de composants, venir développer de manière très poussée notre application. On peut également utiliser les modèles driven. Les modèles driven, eux, ils sont, en fait, c'est des templates, tout simplement. Des templates assez poussés sur lesquels on va utiliser que des composants existants. Et c'est là qu'on retrouve notre côté no-code dans Power Apps, parce que du coup, vu qu'on va utiliser que des fonctionnalités et clic-bouton, eh ben on n'aura rien du tout à écrire, à part que je veux un truc qui m'affiche la météo, un truc qui récupère qui est l'utilisateur connecté, un truc qui se connecte à ma base de données et qui me génère tout de suite mon petit formulaire, et pas de complexité supplémentaire. Le dernier, et je le mets un petit peu à l'écart, c'est Portal. Ça permettait de faire des sites web. C'était avant inclus dans Power Apps, et puis Microsoft a décidé de le sortir
et de créer du coup le 5e outil qui s'appelle Power Pages, qui va permettre du coup de créer des sites web qui sont accessibles par les utilisateurs de l'entreprise, connectés en SSO sur leur navigateur pour accéder du coup à des informations de l'entreprise, mais qui peuvent aussi être accédés soit anonymement, soit connectés par des utilisateurs externes à l'entreprise. Et là, on va pouvoir utiliser des fonctionnalités telles que Azure B2C pour permettre l'authentification avec un compte Google, avec un compte Facebook, avec ce que vous voulez, sur notre tenante Microsoft 365 pour accéder à nos données qui seront partagées via cet outil-là. Alors, pour que ça vous parle un petit peu plus, je vous ai préparé une petite démo. Voilà. Alors, ici, je suis sur ma page d'accueil Microsoft 365. On retrouve un certain nombre d'applications qui sont disponibles. Donc, on va retrouver effectivement Power Apps, mais également donc Power Automate, on va retrouver SharePoint, etc. Vous voyez que moi, j'ai un certain nombre d'applications. Un utilisateur qui a un compte Microsoft 365 n'a pas forcément toutes ces applications disponibles. Moi, je les ai puisque je suis administrateur du tenante. Mais un administrateur peut dire, bah, moi, dans mon entreprise, je ne souhaite pas que mes utilisateurs puissent utiliser, par exemple, Power Apps. Je vais donc désactiver cette fonctionnalité et accompagner d'abord mes utilisateurs sur le déploiement d'autres fonctionnalités. Donc, ça, c'est quelque chose, il faut regarder entreprise par entreprise qui est effectivement disponible pour vous. Hop. Pour la petite démo d'aujourd'hui, je vous propose de parler d'un cas d'usage qui est assez classique. Dans mon contexte professionnel, régulièrement, les utilisateurs que je rencontre sont amenés à être formés. Pour une formation, ils ont besoin de s'inscrire, de choisir un créneau, une formation, etc. Et donc souvent, quand je veux expliquer un petit peu comment on peut faire des formulaires ou des applications avec Power Apps, je prends cet exemple-là qui parle à tout le monde. Et puis j'avais pas envie de faire ça aujourd'hui. Du coup, j'ai changé mon sujet et j'ai décidé que j'allais plutôt apprendre à des Pokémon des nouvelles attaques. Donc j'ai créé dans SharePoint, parce que j'aime bien utiliser SharePoint pour faire base de données. Toujours, c'est inclus dans les licences. Je peux créer des tables dedans. Je vais pouvoir, dans une liste SharePoint, créer des colonnes avec des types spécifiques. Vous voyez, donc là, j'ai une première colonne qui va stocker le nom de mon Pokémon, son adresse email, sa photo, et puis effectivement d'autres informations. Et là, on va pouvoir stocker de cette façon un certain nombre de données. Et donc, l'idée, c'est que je puisse paramétrer mon application pour que des nouveaux Pokémon puissent s'inscrire pour participer et apprendre des nouvelles attaques. Alors, du coup, pour faire ça, je passe sur mon studio Power Apps. Donc là, vous êtes sur le studio de Power Apps. Dans notre studio, on va pouvoir faire de créer des applications de différentes méthodes. Soit je pars d'un écran vide, je peux créer de zéro. Soit je peux partir de ma source de données. Ça va me permettre de créer au préalable un certain nombre d'écrans. Soit je peux utiliser des templates. Donc là, il y en a plein qui sont disponibles. Je peux les tester, voir si ça correspond, connecter les données que je veux, etc. Moi, je vais partir du coup de ma source SharePoint et on va créer directement notre application. Donc là, voilà. Ce qui se passe ici, c'est que je suis connecté sur mon environnement, donc il reconnaît qu'effectivement, j'ai une licence pour SharePoint et qui est activée par mon administrateur. Je vais sélectionner mon site SharePoint dans lequel j'ai stocké mes Pokémon. Hop. Et là, il va me créer une première application. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que Power Apps va, en quelques secondes, me créer une application avec plusieurs écrans. Une application qui pourra être utilisable tout de suite par les utilisateurs s'ils le souhaitent. Avec donc 3 écrans qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc voilà, donc déjà, vous voyez que mon application a tout de suite un rendu qui est pas trop mal. On a récupéré ma petite image, le nom de mon Pokémon, son adresse email et d'autres informations. Et on a donc 3 écrans qui se sont créés. Le premier, c'est Browse Screen.
c'est l'écran qui permet de rechercher un élément dans une table. Une fois qu'on a recherché un élément, on peut ensuite consulter le détail de sa fiche dans Detail Screen. Et puis, on va pouvoir également avoir un écran qui nous permet de soit créer des nouvelles entrées, soit de modifier une entrée existante. Alors, ce qu'il faut voir ici, sur le côté, c'est que donc mon écran de recherche, Browse Screen, il contient des éléments sur lesquels on va pouvoir interagir. On va pouvoir en ajouter, on va pouvoir les supprimer, on va pouvoir les modifier, etc., les adapter à notre besoin. Ici, j'ai dans ma page une partie qui s'appelle la Browse Gallery, dans laquelle on retrouve mes différents éléments. Donc vous voyez que mon bulle bizarre apparaît en premier, parce que c'est le premier Pokémon, numéro 1. Et ensuite, c'est pas du tout ça, en fait. J'ai dit des bêtises. Je sais pas pourquoi il apparaît en premier, du coup. Bon, j'ai fait une petite erreur sur le casting, désolé. Et je crois que c'est par ordre alphabétique, en fait. Exactement. Alors, vous voyez, du coup, qu'est-ce qui se passe ici sur mon Browse Screen? Je vais pouvoir ici modifier l'écran de bulle bizarre et ça va modifier en fait tous les autres éléments de la suite. Comme ça, j'ai pas besoin de faire à la main tous les éléments. C'est aussi simple que ça. Si je déplace ici mon texte, ça se déplace sur les autres également. Si je change, et alors là, vous allez voir que je peux modifier des informations vraiment en clic-bouton, hein, donc c'est accessible à tous les utilisateurs. Hop. Et voilà, on change la couleur de fond de l'adresse email. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Évidemment, si vous voulez faire autrement, ici, vous voyez que je peux rentrer la fonction qui va me permettre de donner la couleur précise que je veux mettre en fond d'écran ou en couleur et autres. Si on regarde un peu plus sur mon Browse Gallery, ici, j'ai une première fonctionnalité qui apparaît là, hop, qui me permet justement de récupérer tous les éléments de ma liste de Pokémon. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va du coup, c'est là que je m'étais trompée, ça a généré automatiquement un tri en fonction du titre, et le titre c'était le nom de mon Pokémon, et donc il va afficher ici, en fonction du titre, les Pokémon dans l'ordre donc alphabétique. Également, il va me permettre de pouvoir faire un filtrage si je veux faire une recherche dans ma barre de recherche. Hop. Alors, désolé, j'ai un peu du mal à cliquer. Tac. Alors, je vais du coup m'attarder un petit peu sur la partie Start With. Ici, vous voyez, ça c'est une première fonction qui est utilisable. Et en fait, en cliquant dessus, il me donne déjà les informations que je vais devoir remplir pour compléter cette fonction. Donc il me dit Start With, il va falloir d'abord dire sur quel texte je vais regarder et quelle est la valeur que je vais comparer. Donc là, je vais regarder le titre de chacun de mes éléments et la valeur que je vais comparer, c'est celle qui sera dans la barre de recherche. La barre de recherche qu'il me dit, c'est text search box 1.text. Alors hop, on va regarder où est-ce qu'elle est. Elle est là. Donc ça, c'est ma barre de recherche. Pour l'instant, elle est vide. Je vais mettre, par exemple, on va taper le début de Pikachu. Voilà. Et hop, du coup, tout de suite, il a filtré sur Pikachu. Et donc, je vais regarder ce qui se passe concrètement ici dans ma fonction. J'ai toujours mon Start With. Et ici, je vais regarder, je peux voir directement, en fait, afficher text search box 1.text. Et là, il a directement indiqué, c'est parce qu'il y a écrit Pika dans le texte. Donc, je comprends tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et en fait, de cette façon-là, Microsoft nous permet d'accompagner nos utilisateurs dans la compréhension de qu'est-ce qui s'est passé concrètement, pourquoi est-ce que ma fonction, elle a eu ce comportement-là. Et là, je comprends tout de suite que c'est parce que dans un des champs, j'avais cette information qui était là, et donc tout de suite, il me fait ce filtre. Donc vraiment, on essaye d'être très proche du fonctionnement des utilisateurs. Également, donc, on va pouvoir regarder un peu plus dans le détail. Alors ici, je vais aller regarder mon petit Pikachu. Hop. Si je clique sur la petite flèche, ça m'amène à sa fiche profil. Donc je retrouve toutes les informations que j'avais dans ma liste SharePoint, le titre, l'email, le type d'attaque qu'il doit apprendre, l'attaque en question qu'il va apprendre, sa petite photo. Et je vais pouvoir éventuellement modifier. Et là, vous voyez que ici, le type d'attaque, c'est du texte. Moi, j'aimerais bien avoir plutôt une liste déroulante avec
plusieurs typologies d'attaques, et puis des attaques en question qui soient liées les uns aux autres. Alors du coup, en prévision de cette démonstration, j'ai créé d'autres tables dans mon SharePoint. Donc ici, sur le côté, je vais pouvoir accéder à d'autres sources de données. On n'est pas obligé de rester sur une seule source de données, en fait, on va pouvoir en connecter plusieurs. Je vais rester sur du SharePoint pour faire simple. Ici, je clique sur « Ajouter des données ». Il me propose par défaut les sujets Dataverse. Moi, je vais aller dans les connecteurs, et là, je vais retrouver mon connecteur SharePoint. Vous voyez que si je veux, je peux aller en chercher bien plus, donc les fameux connecteurs dont je parlais avant pour aller chercher des sources de données où on veut. Donc je sélectionne SharePoint, il me reconnaît, il m'identifie, c'est bien moi. Je vais chercher le site sur lequel j'ai mis, et puis je vais chercher donc, mes attaques et mes types d'attaques pour les ajouter sur mon application. Et voilà. Alors du coup, pour faire ça, moi j'aimerais bien que ça soit plutôt une liste déroulante dans laquelle je vais choisir le type d'attaque que va apprendre Pikachu. Donc je vais ajouter tout simplement un champ déroulant. Tac, où est-ce qu'ils sont cachés? Là, liste déroulante. Alors là, il me demande si je veux déverrouiller la carte de données. En fait, c'est parce qu'il groupe tout ce qui concerne l'élément dans ma table de Pokémon. Et du coup, moi, je vais dire oui, effectivement, j'ai envie de faire des modifications sur cet élément. Hop. Donc là, il m'a ajouté, du coup, une petite liste déroulante. Vous voyez, hop. Aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3. C'est pas du tout ça que je voudrais comme valeur. Donc, on va devoir la paramétrer. Alors, je pourrais faire ça de plusieurs façons. Par exemple, je pourrais tout simplement écrire ici que mon Pikachu, il pourrait devenir développeur. Mince. Ou alors tech lead. Tac. Voilà. Et du coup, maintenant, dans ma table, ici, je vais pouvoir effectivement sélectionner ces informations-là. Mais vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai écrits en dur. C'est pas du tout l'idéal, c'est pas la bonne pratique, hein, on va dire. Donc, c'était pour l'exemple, pour vous montrer comment est-ce que, effectivement, sans trop de difficultés, je pouvais proposer des paramétrages. Et là, moi, du coup, je vais plutôt aller chercher sur mon champ ma connexion avec ma table que j'ai au préalable chargée. Et c'est donc ici. Mince. Et ben, ça fait pas du tout ce que je veux. Je vais virer tout ça. Et voilà. Et donc là, donc mon champ était grisé, je ne pouvais pas y accéder, donc j'ai enlevé la première table que j'avais tapée. Et cette fois-ci, je vais pouvoir effectivement sélectionner les types. Et là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, dans mon champ, il y a des choses, mais on ne voit rien. Parce que ici, il va falloir que je sélectionne quelle est la colonne, quelle est la colonne dans ma table qui m'intéresse. Donc moi, c'est le titre, c'est dans cette colonne-là que j'ai stocké l'information de type. Et voilà, maintenant, je peux choisir parmi plusieurs types d'attaques. Par exemple, il peut vouloir apprendre une attaque normale. Alors, quand je fais ça, je vais ensuite devoir brancher ce champ que je viens de créer à ma table pour qu'il puisse sauvegarder effectivement les informations. Juste pour que ça reste visuel, je vais vous montrer comment est-ce que je récupère ces informations dans le champ juste au-dessus. En fait, tout simplement, ici, je vais mettre donc le drop-down. Alors, je pense qu'il s'appelle 1, parce que j'en ai qu'un seul sur cette page. Et ensuite, je vais venir. Et donc, à chaque fois, je commence à taper et il me propose les fonctionnalités, les fonctions qui vont avec. Donc, dans un drop-down, qu'est-ce qu'on peut récupérer? On peut récupérer les items qui sont sélectionnés. Donc là, je vais taper selected. Hop, selected. Dot. Et là, je vais récupérer la colonne qui m'intéresse. J'aurais pu venir récupérer l'ID, j'aurais pu avoir d'autres informations qui caractérisent mes types d'attaques, une couleur jaune, un logo, une image, etc. Là, moi, ce que je veux récupérer, c'est le titre. Comme ça, c'est aussi simple. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé dans mon champ ici? Il a récupéré normal, parce que c'est ce que j'avais sélectionné en dessous. Maintenant, si je resélectionne électrique, mince. Il met à jour ici aussi. Et si je regarde ici, hop, sur Title, ici aussi, il l'a mis à jour pour que je puisse vraiment vérifier tout ce que je suis en train de faire, que tout est cohérent. Pour les attaques, je vais pouvoir faire pareil. Je vais rajouter aussi un champ plutôt de type champ déroulant.
Je déverrouille ma case. Hop. Même fonctionnement, je vais pouvoir me connecter sur attaque. Je vais venir récupérer mon titre. Et là, je peux sélectionner des attaques. Alors, vous voyez, j'en ai créé quelques-unes à l'avance. Mais il y a des attaques, à la fois des attaques de type électrique et puis des attaques de type feu, normal, eau, plante. Bon, du coup, ça colle pas du tout. Alors, pour aller un petit peu plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer en cascade. Filtrer en cascade, ça veut dire que je vais ajouter un filtre sur mon champ pour que, en fonction de ce que j'ai sélectionné sur le champ du dessus, on n'ait que les attaques qui correspondent bien à notre type d'attaque. Au préalable, ce que j'ai fait dans ma table, c'est que j'avais effectivement relié les deux tables ensemble pour indiquer que l'attaque éclair, c'est une attaque de type électrique, etc. Parce que sinon, ça n'aurait pas marché si je ne lui dis pas qu'est-ce qui marche bien ensemble. Donc pour faire ça, je reprends toujours mon champ ici de fonction. Et je vais ajouter du coup un filter, tout simplement. Donc j'ai ma fonction filter. Il me dit tout de suite comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc il me dit qu'il faut que je me branche sur une source. Ici, c'est donc ma liste attaque. Ensuite, il me dit qu'il faut que je mette un test logique. Donc là, le test logique, ça va être que le champ type attaque value soit égal à la valeur qui est rentrée dans mon drop-down. Drop-down .selected .title. Donc c'est exactement ce qu'on a récupéré tout à l'heure au-dessus dans le champ texte. Title. Voilà. Et voilà, c'est tout. Ici, maintenant, quand je vais cliquer dessus, et c'est bon, il n'y a pas d'effet démo, j'ai bien plus que les attaques de type électrique. Si je passe et que je veux plutôt lui apprendre une attaque type normale, on a tout de suite un changement qui s'opère ici, les attaques combo griffe, tout va bien. Voilà, pour aller plus loin, on peut aussi récupérer des informations type qui est l'utilisateur qui est connecté, puisqu'on est dans un environnement Microsoft, tout va se connecter les uns aux autres sans difficulté. Donc on n'a pas tout ça à gérer en plus. Et c'est vrai que c'est assez pratique pour tout ça. Ici, j'étais au plus simple, mais on pourrait effectivement imaginer plein d'autres choses pour vérifier que Pikachu peut effectivement apprendre ce type d'attaque-là ou pas. Il peut pas apprendre tous les types normales, par exemple, ni tous les types éclairs, et il peut apprendre aussi des attaques de type combat, mais il peut pas apprendre des attaques de type eau. Donc là, on peut aussi aller ajouter un plein d'informations finalement dans nos tables sans difficulté et venir ensuite régler nos petits fonctionnements et nos petites règles d'affichage et de sélection qu'on va pouvoir afficher dans notre application. Et vous voyez que là, du coup, en quelques clics, j'ai une application qui est déjà fonctionnelle. On peut d'ailleurs regarder tout de suite son rendu. Hop. Alors, je m'excuse, hein, j'ai laissé les champs, mais c'est pour aller plus vite. Voilà, on a tout de suite donc notre Pokémon qu'on va pouvoir modifier. Je vais pouvoir retrouver facilement la liste de tous les Pokémon. Je vais pouvoir me servir de ma barre de recherche, les ordonner donc par ordre alphabétique ou par ordre décroissant, l'inverse. Ajouter, créer un nouvel élément, etc., etc., etc. Et donc, sans avoir vraiment besoin de connaissances de développement, j'ai déjà une application qui est fonctionnelle. Ensuite, maintenant, comment est-ce que je la partage à mes utilisateurs ? Et là, il existe plusieurs façons. Soit vous pouvez la partager directement dans Teams. Donc dans Teams, vous allez pouvoir accéder soit via le menu qui se situe à gauche dans Teams. Alors, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Soit via donc le menu Teams de gauche, soit directement dans les onglets. Vous pouvez aussi le partager dans SharePoint. Vous pouvez le mettre à disposition sur les téléphones d'entreprise de vos collaborateurs, etc. Ce ne sont pas, par contre, des applications qui sont à destination du grand public. Avec Power Portal, donc les sites web qu'on peut faire dans Power Pages, pardon, les sites web que l'on peut faire, là on va plutôt se destiner au grand public. Ici c'est vraiment pour des cas d'usage d'entreprise.
Donc ça, c'est mon Teams, et puis je peux du coup ajouter mon application directement ici pour les utilisateurs. Concrètement, quand est-ce qu'on l'utilise? En fait, on va vraiment se concentrer sur des cas d'usage d'entreprise. Et là, on va pouvoir répondre de manière assez rapide à des besoins. Donc là, j'en ai listé quelques-uns. Par exemple, indiquer ses jours de présentiel au travail. Une application de suivi d'onboarding des arrivants où on va cocher toutes les étapes. Est-ce qu'il a bien reçu son mot de passe, son ordinateur? Est-ce qu'il a bien rencontré les RH? Est-ce qu'il a bien rencontré son manager? Etc. La gestion des congés de l'équipe, le suivi des imputations. Dans certaines entreprises, au niveau des imputations, ils sont encore sous Excel. On peut très bien imaginer une petite application où on va toutes les semaines venir créer sa nouvelle imputation. Je suis un tel, j'ai travaillé sur tel projet, j'y ai passé tant de temps, etc. Également des applications de flex office pour réserver des bureaux, des salles de réunion, tout ce que l'on peut imaginer. Et l'avantage, c'est que, comme vous avez vu, ça m'a pas pris beaucoup de temps d'avoir des tables et d'avoir une application qui soit fonctionnelle derrière. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous connu 2020. Quand on est retourné au travail en 2020, dans les locaux, il y a pas mal de boîtes où ils avaient des taux d'occupation à respecter. Il fallait pas plus de 60% de présentiel en entreprise. Et mes collègues, un de mes collègues, en 3 jours, il a fait une application qui permettait à tout le monde d'indiquer quel jour il viendra en présentiel, quel jour il sera en télétravail, quel jour il sera en congé, et qui derrière permettait au manager de revoir exactement qui était venu là quand, quel était le pourcentage d'occupation des locaux, est-ce que les gens étaient tout le temps en télétravail ou au contraire avaient voulu tous revenir sur site. Ça permettait également au manager de voir qui venait quand et permettre de se retrouver, se rencontrer. Et donc, rapidement, c'est une application qui a été diffusée sur toute l'entreprise pour avoir ces informations-là rapidement. Et donc, la personne, elle a mis 3 jours à créer son application avec calendrier, etc., gestion des droits, des accès, des managers, etc. C'est vrai que c'est hyper efficace. Et aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on avait pas mal d'utilisateurs qui utilisaient des macros dans Excel. Et ces macros, ils pouvaient imaginer plein de choses dedans. Et aujourd'hui, on essaye d'en sortir. Et donc, qu'est-ce qu'on leur propose d'autre comme outil pour imaginer leur petit cas de métier? J'ai vu, par exemple, récemment, une entreprise de services de nettoyage. Ils voulaient pouvoir calculer facilement combien il fallait mettre de savon dans la machine pour faire le ménage. Et du coup, ils ont fait une petite application avec j'ai tant de mètres carrés où je vais passer dans telle salle, et hop, ça me donne qu'est-ce que je dois préparer pour mon travail. Donc vous voyez, plein de petits cas d'usage tout bêtes et sur lesquels on essaye de répondre rapidement avec un outil simple d'usage. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a donné envie d'aller regarder si vous avez Microsoft 365, d'aller regarder si vous ne pouvez pas aussi imaginer des petites choses sympas pour vos collègues, vos projets, vos entreprises. Merci.